Web Créateur, épisode 63, yes! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous les web créateurs, je suis dans une énergie débordante. On est quelques jours après mon premier séminaire, vous le savez, le Prendre sa vie en main live 1, et c'était une expérience incroyable. J'ai eu des intervenants de folie, je le savais, mais ils n'ont fait que confirmer, voire ils sont allés au-delà de ce que j'espérais par rapport à leur intervention, par rapport à leur expertise, par rapport à la qualité de leur intervention. Et j'ai eu un public incroyable également. Je l'ai dit plusieurs fois durant ce séminaire, mais jamais j'aurais pu espérer avoir un public aussi bienveillant, aussi chaleureux, aussi réceptif, aussi incroyable, encore une fois. C'était une expérience de dingue, et il y avait forcément plein de choses imparfaites, mais c'est ce qui a fait que ce séminaire prenait tout son sens, parce que au-delà des petites choses qui seront améliorées dans mes prochaines éditions, ce qu'il était important dans ce séminaire, c'est finalement le message de fin, c'était passer à l'action, fait plutôt qu'être parfait, et c'est mieux que pas fait. et en fait, ce séminaire illustrait bien cette idée. C'est que oui, il y avait plein de choses imparfaites, mais au moins c'était fait, et le message clé, il était là. Les personnes ont compris que ce que j'ai fait avait... Les intentions principales du séminaire étaient de passer à l'action, d'avancer vers ses rêves, de mettre les choses petit à petit, d'avancer, de monter sur la première marche, même si on ne voit pas forcément tout l'escalier. Et le message clé, il est là. On n'a pas besoin de tout planifier de bout en bout, on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble des étapes, on n'a pas besoin d'anticiper l'ensemble des obstacles avant de pouvoir avancer dans le chemin qui est important pour soi. Donc, je vais pas y passer tout l'épisode parce que j'ai un invité hyper important, un invité de marque juste après. Mais voilà, là c'était vraiment les impressions à chaud. Je vous ferai un épisode la semaine prochaine vraiment dédié à ce séminaire. Je vais vous détailler un petit peu plus tout ce qui s'est passé et les impressions et puis ce que j'ai à améliorer pour la prochaine fois. Je pense que ce sera intéressant pour vous si jamais vous êtes dans cette optique aussi d'organiser votre propre événement. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois, je crois que c'est le premier intervenant qui intervient pour la deuxième fois sur Web Créateur, et j'ai la joie et l'honneur donc de réinviter Stan Leloup. Et en fait c'est rigolo parce que je me rendais compte, et je le précise dans l'interview, que que la première interview avait été enregistrée à peu près un an jour pour jour avant celle-ci. Mais cette année, Stan nous réserve une surprise qui ne l'est peut-être pas pour vous si vous suivez l'actualité du web marketing. Mais Stan sort demain, donc à la date de l'enregistrement de cette introduction, Stan sort demain son livre sur le web marketing. Et pour ceux qui n'ont pas eu connaissance de cette info, tout ça, je vais garder le suspense. Je vous invite à écouter l'ensemble de l'épisode. On va parler pas mal de son fonctionnement, enfin de comment est-ce qu'il a créé ce livre, de comment est-ce qu'il l'a écrit. Je voyais Stan comme je vois toujours Stan comme quelqu'un de super rigoureux, mais il a la façon dont il a écrit son livre, la façon dont il a traqué son avancement est quelque chose que je trouve extrêmement remarquable. Et on va détailler un peu tout ça, parce que moi-même, j'ai eu cette envie à un moment donné d'écrire mon livre
aujourd'hui, c'est un peu moins sur le devant de la scène, c'est un peu moins sur les objectifs importants pour moi. Mais je trouvais cette approche de Stan hyper intéressante. Et puis on va parler de son titre que je trouve génial. Et tout ça, on le détaille dans cet épisode avec Stan Leloup. Et puis moi, je vous retrouve juste après la fin de l'épisode. À tout à l'heure. Et voici Stan Leloup. Ok, on est en direct, Stan. On est en train d'enregistrer. C'est parti pour ce deuxième épisode avec Stan Leloup de Marketing Mania. Stan, comment est-ce que tu vas aujourd'hui en cette période d'avant Noël? Ça va bien, ça va bien. Merci de ton invitation. Eh bien, écoute, c'est avec plaisir. Je regardais que la dernière fois que je t'avais interviewé, c'était à peu près il y a un an. Je regardais que l'épisode avait été lancé en janvier 2019. Donc, on avait parlé de pas mal de choses et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais diffusé une vidéo que j'avais vue la veille de notre interview où j'avais été super étonné. On avait parlé pas mal de ça, de ton alimentation, du fait, ça m'avait interpellé en fait que tu manges exactement la même chose tous les midis. Est-ce que c'est encore le cas, Stan? Carrément, ouais. Ouais. Je mange d'ailleurs, je pense, les mêmes repas que je mangeais il y a un an quand on en a parlé. Ok, génial. Et durant cette interview, tu avais évoqué le projet de créer un livre, et je crois que c'est dans les cartons. Où est-ce que ça en est précisément? Tout est bouclé? Donc là, au moment où on enregistre, la date de sortie du livre est prévue pour le 31 janvier. Okay. Ce qui veut dire qu'actuellement, tout le texte du livre a été complètement écrit et que là, on en est vraiment sur... En gros, ça va partir en impression dans une semaine. Donc, il reste quand même des trucs à faire parce que la couverture est pas finalisée. Tu vois, il reste des trucs qui restent encore faits, mais globalement, tout est quasiment terminé. Et le 23 décembre, donc le lundi prochain, au moment où on enregistre cette vidéo, ça va partir en impression. Donc, quasiment, tu vois, tout est finalisé. Est-ce que tu peux nous partager l'envers du décor? Donc, comment c'est découpé cette année d'écriture de livres et comment est-ce que tu as réussi à, en parallèle, continuer à faire croître ton business? Enfin, comment s'est déroulée finalement ton organisation durant toute cette année 2019? Yes. Donc, faut savoir que j'ai commencé à formuler l'objectif de faire un livre il y a presque 2 ans maintenant. J'en ai parlé pour la première fois en janvier 2018. J'avais un podcast qui s'appelle Nomade Digital, qui est plus actif actuellement, mais qui a été un podcast que j'ai fait pendant un bon moment. Et on avait fait un bilan de l'année et les objectifs pour l'année suivante. Et je disais, voilà, en 2018, mon objectif, c'est d'écrire un livre. Et en fait, écrire un livre, c'était un de mes 2 grands objectifs de l'année 2018. En fait, il s'avère que écrire un livre, ça demande vraiment un effort qui est soutenu, qui est significatif. Et ce qui fait que sur l'année 2018, disons que j'avais un peu 2 allégeances, quoi. J'avais vraiment l'objectif de faire grossir mon business. C'est le moment où j'ai commencé à recruter les premières personnes à plein temps. J'ai sorti un certain nombre de nouvelles formations, de nouvelles vidéos. La chaîne YouTube a vraiment encore bien grossi. Donc, j'avais pas mal de choses. Ce qui fait qu'à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais prendre X semaines pour me dire, je vais faire que du livre. Parce qu'en gros, tu vois, si tu veux entamer le livre et commencer à faire un peu des progrès dessus, il faut au moins que tu te dises, je vais me bloquer 6 semaines pour bosser dessus ou 4 semaines pour bosser dessus. Parce que si tu vas bosser dessus pendant 3 jours, le temps que tu te remettes dedans et que tu te dépatouilles de ton plan, voilà, tu vas jamais avancer, quoi. Donc, j'avais fixé cet objectif en 2018. Et en fait, en 2018, j'ai quasiment rien écrit. Ça veut dire qu'en 2018, j'ai fait un plan que j'étais obligé de faire parce que c'est un élément essentiel de la signature d'un contrat avec un éditeur. Donc, j'ai eu un peu une deadline. En fait, j'ai été voir l'éditeur et je fais, voilà, j'ai une idée de livre, tac, 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 voilà ce que je vais faire. Ils m'ont fait, OK, faites-nous une proposition. Et il faut l'avoir dans, je sais plus, ils m'avaient donné pas très longtemps parce qu'ils avaient des échéances en interne, tu vois, de la date où ils allaient valider les publications. Donc, je fais, OK, vas-y, je vais faire un plan vite fait. Et donc, le plan, j'avais plutôt bien fait la proposition commerciale, comment je vais vendre mon livre, pourquoi ça va marcher, le marché cible, tu vois, toute la partie marketing était bien foutue. Moyennement, la partie plan, c'était les bases, tu vois, de ce que j'allais dire, mais au final, rien n'était très détaillé et il y avait rien de vraiment transcendant dans le plan, tu vois, c'était juste, voilà, chapitre 1, je vais te parler de ci, chapitre 2, je vais te parler de ça, chapitre 4, je vais te parler de comment trouver une idée, mais j'ai aucune idée de ce que je vais dire, en fait, dans le chapitre. J'avais juste fait un truc très simple. Et en fait, j'ai commencé à écrire le livre, genre le 23 décembre ou le 22 décembre 2018. Encore une fois, j'avais dit à l'auditeur, voilà, je vais rentrer en France pendant les fêtes, parce que j'habite en Thaïlande. Et donc, du coup, je rentrais en France pendant les fêtes. Tu sais, voilà, c'est un éditeur un peu traditionnel.
eux, ils ont l'habitude quand même de voir les gens en personne. Donc, je me dis, bah, c'est l'occasion d'aller les voir et de leur faire un petit coucou et de leur dire que je suis pas totalement mort, même si ça fait en fait 5 mois qu'ils ont accepté mon livre, mais que je leur avais dit que j'avais pas encore eu le temps de commencer à travailler dessus. Bon, j'étais très clair avec eux sur là où j'en étais, si tu veux, mais je me suis dit, tiens, je vais quand même aller les voir pour leur raconter un petit peu là où j'en suis. Et puis, ce serait bien que quand je vienne les voir, j'ai au moins un truc à leur montrer. Tout à fait. Et j'ai au moins un premier chapitre. Et donc, du coup, j'ai écrit le premier chapitre la nuit avant mon avion pour venir en France. Ce qui a fait que j'ai quand même pu en 2018 avoir des mots qui sont écrits sur une page. Parce qu'avant ça, si tu veux, avant le 20 décembre, j'avais 0 mot qui était écrit. Ouais. J'avais un plan, c'est tout. J'avais un plan qui était, encore une fois, je te disais, enfin, chaque chapitre était décrit en 3 lignes et c'est après tout ce que j'avais. Donc, j'arrive, voilà, dans l'année 2018, j'ai fait un chapitre, le premier chapitre. Maintenant, j'arrive en janvier, il faut que je m'organise sur l'année. Donc, mon plan d'origine, c'était de pouvoir faire un premier jet en 6 semaines. En gros, mon calcul, c'était le suivant. C'était sur une vidéo, je suis capable tranquillement d'écrire 2000 mots par jour. Mmh. Je vais écrire 2000 mots par jour pendant 30 jours, ça va me faire 60 000 mots. Donc, en gros, je vais faire 6 semaines, tu vois, 5 semaines, 6 semaines de boulot, 5 jours de travail par semaine. Donc, du coup, ça me semble un calcul qui se tenait la route. Mmh. En réalité, et tu avais déjà, à ce moment-là, tu avais déjà le nombre de mots que tu voulais atteindre, le nombre de pages que tu voulais avoir dans ton livre? J'avais discuté avec l'éditeur de quelle était la bonne longueur pour ce livre. Et en gros, il m'avait donné un nombre. Donc, eux, ils le calculent en termes de nombre de caractères, donc nombre de signes, espace compris. C'est comme ça qu'eux, ils le calculent. Mais du coup, j'avais fait en fait, en gros, j'avais calculé sur ce que j'écris d'habitude, quel est le nombre de signes par mot. Enfin, j'avais fait un équivalent pour le traduire dans un langage que moi, je comprends, qui est le nombre de mots. Parce que pour le coup, moi, je raisonne énormément le nombre de mots et j'ai un grand sens du nombre de mots parce que sur mes vidéos, je suis toujours en train de checker en fait le nombre de mots pour avoir un sens de. Ouais, je suis ok, pareil. tu vois, je suis en train de faire toute une espèce de digression. Je vais calculer le nombre de mots qu'il y a pour comprendre combien de temps ça va prendre. Et si la digression, elle prend 1 minute 30, c'est peut-être correct. Si elle prend 5 minutes, c'est trop long. Tu vois, donc je suis toujours en train de calculer le nombre de mots et j'ai un bon sens de ce que je peux faire en combien de mots et de combien de mots je peux écrire par heure. Tu vois, je suis toujours en train de le mesurer. Mmh. Donc, du coup, j'avais une bonne notion. Et d'ailleurs, ça m'a été utile parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire, d'abord, je savais combien de mots je voulais écrire au total. Et ça veut dire que je pouvais avoir un tableur où chaque jour, je peux savoir combien de pourcentage j'ai écrit de mon total et à combien de pourcents j'en suis. Ce qui veut dire qu'en fait, quand j'avais fait cet objectif initial qui était de dire, OK, je vais écrire le premier jet en 6 semaines. Et là, pour le coup, j'avais vraiment dit à l'éditeur, là, je vais m'y mettre et je vais avoir un truc que je vais commencer à faire. Et en fait, je me suis aperçu assez rapidement que ma moyenne, elle était en dessous de 2000 mots sur le livre. Elle était beaucoup plus proche des 1200, 1300 mots par jour, ce qui est très faible quand tu y penses, parce que moi, c'est quelque chose, normalement, voilà, que je peux faire en 1 heure, 1 heure et demie sur une vidéo, plus ou moins, tu vois. Donc, j'étais bien en dessous de la moyenne, mais je m'en suis aperçu cet écart-là. Comment tu l'expliques, cet écart-là, aujourd'hui? Ouais. Donc, en gros, une chose que j'ai réalisée, c'est que plus un projet va être long d'écriture, plus tu as des problématiques en fait de structure. Tu vois, c'est pas juste, tu peux pas passer 100% de ton temps à écrire. Parce que si tu passes 100% de ton temps à écrire le livre sans réfléchir à la structure que tu es en train de faire, tu vas te retrouver dans un truc qui est tellement bordélique que tu t'en sortiras jamais en fait. Tu sauras jamais où aller. Donc, par exemple, sur un email de vente que je vais écrire qui peut faire entre 800 et 1000 mots où je vais promouvoir une formation, généralement, l'email, il est assez simple. Si tu veux, il y a une accroche, il y a une grande idée, un grand concept que je vais amener, et à la fin, il y a un appel à l'action. Donc, en fait, ça, c'est un truc que je peux très facilement garder dans ma tête. Je peux le voir. OK, bon, aujourd'hui, je vais dire ça. J'ai pas vraiment besoin de faire un plan parce que le plan, il est tellement simple, il est devenu intuitif pour moi. Sur une vidéo, les vidéos sont plus longues. Les vidéos vont faire jusqu'à 4000, 5000 mots. Je peux avoir des vidéos qui frôlent les 10 000 mots maintenant. Mais quand une vidéo frôle les 10 000 mots, c'est une vidéo massive qui fait 45 minutes. Globalement, tu vois, on va dire 4000 mots. Il faut quand même que je fasse un plan, que je réfléchisse aux différentes structures. Mais il reste que quand je suis là en train de contempler ma vidéo, dans ma tête, j'arrive à maintenir l'ensemble de la structure de la vidéo et les différents points qui vont être présents et un peu l'axe narratif et les moments où je vais avoir du storytelling, les moments où je vais donner des concepts, etc. Je peux assez bien les visualiser dans ma tête. Maintenant, quand tu arrives sur le livre, en gros, tu peux pas maintenir en fait l'ensemble de ton livre dans ta tête. C'est impossible de conceptualiser ce qu'il y a. Et donc, du coup, il faut que tu passes du temps à réfléchir à la structure globale du livre et des chapitres, mais ensuite au sein de chaque chapitre, il faut que tu comprennes comment est-ce que le chapitre s'organise et comment est-ce que tu équilibres les exemples que tu donnes, les concepts que tu donnes, l'application que tu proposes aux gens, pas simplement le storytelling, comment est-ce que tous ces éléments-là s'imbriquent les uns les autres pour faire un tout qui est correct. Et ça fait que ça va te ralentir en fait, parce que
tu peux pas juste pas donner ce qui te passe par la tête, sinon ton truc il va avoir ni queue ni tête. Tu vois, t'as un concept qui arrive à un moment donné, il faut qu'il ait bien été introduit avant. Donc tu passes quand même un certain temps sur cette structure. Le deuxième point qui est lié à ça, qui va faire que ça prend plus longtemps pour moi d'écrire le livre que pour écrire une vidéo par exemple, c'est encore une fois que quand je vais attaquer une vidéo, en fait généralement ça fait 2-3 jours que j'ai décidé que j'allais faire une vidéo sur un sujet et que en gros dans ma tête j'ai écrit la vidéo plus ou moins. J'ai tous les concepts, toutes les idées, tous les trucs dont je veux parler sont plus ou moins établis dans ma tête. Et au moment d'écrire la vidéo, il n'y a jamais de grande question de ce que j'ai envie de dire. J'ai juste à écrire ce qui est dans ma tête et après le peaufiner pour que ça ait vraiment un bon flow dans le rythme de la vidéo. Mais il n'y a pas vraiment de question sur le contenu. Le contenu, il a déjà été dans ma tête. Encore une fois, sur le livre, tu ne peux pas le faire parce que c'est trop grand et aussi parce que quand je décide de faire une vidéo, c'est qu'en fait, toutes mes idées par rapport à cette vidéo, elles sont matures. Parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai vaguement une idée, mais tu vois, j'ai pas le truc. Ça n'a pas fait un déclic, donc du coup, je ne les fais pas. Inversement, sur le livre, quand j'arrive sur un chapitre et que ce chapitre, c'est genre, par exemple, comment trouver une idée, et ben là, faut que je t'explique parce que je peux pas sauter ce chapitre, tu vois, ça fait partie de mes étapes obligées. Donc, que j'ai une bonne idée ou pas une bonne idée, je vais trouver une bonne idée. Et là, bien sûr, ce que j'ai envie de faire, c'est pas te répéter les trucs que tu as entendus 1000 fois ou les trucs de base sur comment trouver une idée, faites une liste des machins, tu vois. Je veux vraiment trouver un concept qui est unique, une manière totalement différente de t'en parler, quelque chose qui va te permettre d'avoir un angle différent sur le sujet, une espèce de révélation, un déclic, etc. Donc là, il faut que je retrouve des concepts, il faut que j'aille faire ce travail conceptuel qui est sur une vidéo. En fait, sur une vidéo, je le fais sur mon temps libre. C'est-à-dire, tu vois, je suis en train, dans ma journée, de réfléchir à ça, à la vidéo que je vais faire. À mon moment je me dis, clique, OK, la vidéo, elle est prête et je pense que je peux l'écrire et je peux partir dessus. Et toi, en fait, j'en suis pas à ce point-là, la vidéo, je l'écris pas. Alors, à l'inverse, sur le livre, parfois, j'en étais pas à ce point-là, mais j'arrivais sur le chapitre. Et donc, ça peut me prendre du temps dans le chapitre de vraiment trouver exactement quel est le bon angle pour en parler, qui va vraiment être intéressant, qui va vraiment être nouveau, que les gens n'ont pas vu ailleurs plein de fois. Et ça va descendre vachement ta moyenne. C'est-à-dire que les passages où tu sais déjà exactement ce que tu veux dire, là, tu peux faire ta moyenne habituelle, mais tu vas descendre ta moyenne sur les jours où tu te dis, OK, là, je sens que mon truc, tu vois, mon chapitre, par exemple, il y a des concepts qui sont intéressants, mais ça manque un peu d'exemples. Maintenant, il va falloir que j'aille vraiment trouver des exemples. Généralement, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment trouver des exemples un peu inattendus dans différents domaines. Mais du coup, il faut que je me creuse pas mal la tête, que j'aille chercher à droite à gauche, que ça fonctionne, que je fasse des recherches supplémentaires, etc. Puis ça, je pouvais pas l'avoir en amont parce que j'arrivais pas dans ma tête à conceptualiser, tu vois, l'ensemble de l'arc. Et donc, du coup, il y a plein de problèmes que tu découvres pendant que tu es en train d'écrire le livre. Comme quoi, donc, par exemple, voilà, tu peux. Ouais, par rapport aux exemples à trouver, à bien équilibrer ce que tu disais. Par rapport aux exemples à trouver, par rapport au fait, en fait, tu voulais parler d'un truc, mais tout d'un coup, je me rends compte que je me souviens plus. En fait, je suis pas sûr tu vois, je voulais parler, par exemple, de la manière dont le gars qui a créé Instagram, la manière dont l'idée lui est venue, par exemple. Je sais vaguement, tu vas commencer, mais le problème, c'est que comment je vais le mettre dans le livre, il faut que je sache exactement comment c'est. Il faut que j'aille voir les sources, les interviews que le gars a fait et comment ça fonctionnait, comment s'appelait la boîte qu'il avait fait avant et pour combien est-ce qu'il a vendu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs qu'il faut que j'aille revoir. Là où vaguement, oralement peut suffire, là, au niveau du livre, il faut que ça soit… Et comme tu vois, c'est un truc où j'étais pas sûr exactement de par où j'allais passer a priori. Ça, du coup, il faut le faire au fur et à mesure. Donc, ça descend pas mal la moyenne. Donc, tu me demandais comment j'avais organisé au niveau de l'année. Et juste, du coup, le nombre de mots équivalents que ça représentait pour avoir une idée par rapport à la taille de tes vidéos, le nombre de mots que devait contenir finalement le livre, la cible que tu avais. J'étais parti sur l'objectif d'écrire sur un premier jet 60 000 mots. Okay. En sachant qu'en fait, à la relecture, j'ajoute toujours 10-15%. C'est à peu près ça qui s'est passé. À la relecture, j'essaye de couper un maximum, mais il y a aussi plein de trucs que je rajoute. Et donc, du coup, ça t'amène là à peu près à 65, 66. Donc, c'est l'équivalent de 15, 20 vidéos, quoi, selon la taille des vidéos, de mes vidéos qui sont déjà assez longues. Et oui, pardon, du coup, je t'ai coupé par rapport à la structure de ton année, comment tu l'avais organisée. Du coup, j'ai attaqué, tu vois, avec l'idée que j'allais passer, je crois qu'à partir de mi-février, je me suis mis, non, pas mi-février, ça doit être ça, mi-février, ou début mars, je me suis mis en me disant que j'allais bloquer 6 semaines pour m'en occuper. J'espérais pouvoir faire un premier jet là-dessus. Et le premier jet, il n'était pas fini à ce moment-là et j'avais plein d'autres trucs à faire. Donc, j'ai dû écrire à ce stade-là quasiment la moitié. Mais c'est quasiment la moitié alors que j'avais prévu de tout faire. Et donc, du coup, j'ai dû revenir après à partir de juillet, août, septembre. En gros, depuis juillet, j'ai bossé que quasiment sur le livre et j'ai terminé vraiment que fin novembre sur toutes les relectures. Parce qu'il y a l'aspect d'écriture qui a repris très longtemps,
Mais en fait, un point que j'avais pas du tout pris en compte et qui, de toute manière, même si j'avais pu écrire mes 2000 mots par jour, aurait fait que j'aurais pas pu tenir ma deadline, c'est que j'ai passé en fait plus de temps encore sur les relectures que j'en avais passé sur l'écriture. Donc toi, comment ça s'est passé cette relecture? Est-ce que tu as été le seul à relire? Est-ce que tu as fait une première relecture qui t'a satisfait un moment et d'autres personnes ont relu, je sais pas, dans la maison d'édition ou des proches à toi ou des personnes de ton équipe? Comment ça s'est passé cette finalisation derrière? Yes. Donc moi, j'aime bien il y a un gars qui s'appelle Neil Strauss, qui est un auteur américain, qui est notamment un journaliste, mais il a écrit énormément de livres best-sellers. Un de ses livres les plus connus s'appelle The Game. C'est un livre sur la communauté de la séduction. Il a aussi un livre qui s'appelle Emergency sur les survivalistes. Enfin, il a plein de livres vraiment où il est un peu en immersion. Et en gros, il y a ce concept qu'il y a 3 versions de ton livre. En fait, il y a la première version que tu as écrite pour toi et pour comprendre ce que tu avais envie de dire. La deuxième version, tu l'écris pour ton lecteur. Et là, tu vas essayer de rendre tout ce que tu avais fait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus clair. Et la troisième version, c'est pour les haters. Et tu vas essayer un peu de blinder ce que tu fais et s'assurer qu'il n'y a aucune erreur, etc. Mm-hmm. Et c'est, je trouve, une bonne manière de progresser. C'est-à-dire que la première version que j'ai écrite, j'ai jamais montré à personne. J'ai écrit une première version qui était juste, voilà, pour moi, pour les idées que je voulais apporter, pour la structure globale, etc. Mais en fait, le livre, c'est un truc qui est suffisamment compliqué qu'en fait, quand tu vas la relire une deuxième fois, tu vas découvrir qu'il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens, où il y a plein de passages qui sont extrêmement répétitifs, où il y a plein de passages où tu n'apportes pas les idées que tu voulais apporter, où tu passes trop vite sur une idée, ou au contraire, tu t'étales trop sur quelque chose, tu donnes trop d'infos. Tu vois, il y a beaucoup de problèmes dans ta première version. Donc là, je fais une relecture entière tout seul. Je peux te donner, si ça t'intéresse, les chiffres du temps que ça m'a pris. Ouais, carrément. Parce que j'ai un document Où tu as tout traqué, ouais. qui le résume, ouais. Le document se charge, mais je vais te donner un ordre d'idée de pourquoi en fait que ça prend aussi longtemps. Ça charge une seconde. Je sais pas, c'est mon streaming pour le truc qui doit pomper mon internet. Ok. Sur le livre, l'écriture, le premier jet, ça m'a pris 79 heures réparties sur 38 jours en tout. Sachant que 38 jours, il y a eu différentes tranches, etc. Donc, tu as 79 heures, j'ai un premier jet, j'arrive au bout. Donc maintenant, ça, c'était la première écriture pour toi? Yes. C'est ça? Maintenant, je repasse dessus et je vais voir si ce que j'ai écrit, c'est un enfer total ou si, tu vois, il y a des trucs, voilà. Donc, je vais repasser entièrement dessus, réécrire tout un tas de paragraphes qui sont, enfin, tout un tas même de sections et parfois entièrement de chapitres qui sont pas bons et qui sont pas clairs et où il manque des exemples et c'est pas bien fait. Et là, je vais y passer 64 heures. Juste sur ma première relecture. Donc, je repasse presque aussi longtemps. En fait, je réécris quasiment tout le livre avec des trucs que je vais entièrement réécrire, des sections qui sont déjà bien et que je vais juste un petit peu peaufiner, etc. Mais gros travail de structure et j'y passe 64 heures réparties sur 24 jours. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je vais le filer à mon équipe. Donc, dans mon équipe, il y a 4 personnes qui travaillent avec moi à plein temps, qui sont réparties sur différentes parties du business. Donc, eux, je leur ai filé chapitre par chapitre au fur et à mesure que moi, j'avais fini de les relire en leur disant, voilà, vous en pensez quoi? Et là, eux, il me faut un retour sur ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant, les concepts qui sont bien, les concepts qui sont pas bien, les trucs qui sont clairs, les trucs qui sont pas clairs. Et tu vas découvrir que parfois, il y a des phrases, par exemple, où moi, je fais allusion à quelque chose et ça me semble clair, mais en fait, c'est pas clair ce à quoi je fais référence pour eux. Il y a des termes que j'avais oublié de définir. Tu as un œil extérieur vraiment sur le truc, mais de la part de personnes où je sais bien d'où ils viennent. Et je sais que si eux, ils comprennent pas quelque chose, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que c'est vraiment pas clair. Parce que globalement, ils sont… Ok. Vas-y. Est-ce que eux ont eu un rôle de suggestion, c'est-à-dire est-ce qu'ils t'ont proposé d'autres exemples ou d'autres histoires aussi? Est-ce ils sont venus alimenter un petit peu les idées? Ouais, par exemple, ils vont me dire, OK, là, je trouvais que il y avait une fois, tu avais donné un meilleur exemple dans une consultation ou dans une vidéo, tu donnais ça pouvait être mieux. Ou alors, ils vont me dire, voilà, ici, je trouve que tu donnes qu'un seul exemple et du coup, on a du mal à se représenter ce que c'est. Tu devrais en donner plus. Tu vois, donc ils ont pas mal. Les gens pourront pas souvent te dire ce qui va pas dans ton texte. Mais moi, ils peuvent te pointer les zones où ils ont un problème en fait. Parce que les gens savent directement que ce passage, tu m'as un peu perdu. Voilà, je sais pas exactement pourquoi, mais tu m'as un peu perdu. C'est peut-être un peu trop long, il y a peut-être un peu trop d'infos. Mais moi, après, je peux aller regarder, je peux dire, OK, ce passage, comment est-ce que je peux l'améliorer? Parce que clairement, il y a un truc avec un problème. Et inversement, ils vont me dire, ah tiens, cette analogie, je la trouve vraiment super. Et je me dis, ah tiens, tu vois, voilà, ça, c'est un bon truc à mettre. Et potentiellement, je peux le mettre un peu plus en avant. Donc, ils vont me donner un feedback
positifs ou négatifs sur différents points, qui me permet moi de comprendre comment est-ce que les gens réagissent face à ce que je raconte, qu'est-ce qui leur semble cool, qu'est-ce qui leur semble nouveau, et au contraire, qu'est-ce qui leur semble un peu insuffisant. Donc là, ils peuvent me pointer dans pas mal de directions. Donc là, je vais prendre. Donc du coup, je leur ai filé un document Google Doc avec tous ces trucs-là. Donc eux, ils pouvaient directement mettre des commentaires et se commenter les uns les autres pour dire moi, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord sur ce point-là, moi, je trouvais ça bien, je trouvais ça nul, etc. Donc j'ai un document avec tous mes trucs. Et là, je vais prendre. Du coup, je vais repartir du chapitre 1 pour la 3e fois et je vais refaire une lecture entière. C'est aussi, je vais y prendre 26 heures réparties sur 7 jours. Donc là, je commence à pouvoir faire des journées qui sont assez longues, mais je vais incorporer les commentaires de tout le monde. Je vais regarder les trucs qui sont, tous les éléments qu'ils m'ont donné. Donc ça veut dire qu'il y a des passages où je vais juste clarifier une phrase parce que la phrase n'était pas claire. Et il y a des passages où je vais essayer de rajouter des exemples ou de changer mes concepts pour les améliorer. Donc tu vois, il y a vraiment encore du travail de fond qui est là. Et donc du coup, si tu fais le compte, j'étais à 64 heures plus 26 heures, donc je suis déjà à 90 heures de relecture. Donc je suis déjà à plus de relecture que la première. Et à ce stade, mon éditeur n'a pas encore vu le texte. Donc là-dessus, je vais envoyer ça à mon éditeur et moi, je vais encore faire une relecture là-dessus. Et cette relecture, à ce point-là, je suis arrivé à un point où beaucoup des éléments de fond commencent à être réglés, mais j'étais tellement occupé à régler des trucs de fond que maintenant, il faut que je travaille un petit peu sur la surface, sur l'expression, rendre le truc plus fluide, rendre le truc plus clair, et simplifier, raccourcir, tout. Donc là, je vais repasser 2 relectures entières, beaucoup sur l'expression, où je vais peu changer de la structure parce que je l'ai déjà envoyé à l'éditeur et j'ai déjà eu des feedbacks là-dessus, etc. Et donc, je vais y repasser. Et là, sur les 2 relectures, ça peut me prendre à chaque fois entre 12 et 15 heures, sachant que vraiment la dernière, à ce point-là, tu commences vraiment tu as tes relectures, c'est genre ici, j'ai mis cependant, mais je vais mettre en revanche, tu vois, des trucs comme ça où tu changes légèrement, c'est à ce moment-là que tu retires pas mal de répétitions parce que avant, tu as tellement travaillé sur le texte que finalement, il y a des trucs qui se répètent ou des trucs où tu répètes 2 fois le même mot dans une phrase, par exemple. Encore récemment, j'avais une phrase, c'était genre tout part d'une idée simple. Le besoin n'est pas toujours aussi simple qu'il en a l'air. Je sais, tu vois, donc faut que je change le deuxième simple par évident. Le besoin n'est toujours pas aussi évident, n'est pas toujours aussi évident qu'il en a l'air. Donc, je vais vraiment aller faire des trucs de fond où je me dis, voilà, ce chapitre, il est mal organisé. Il faut que tout que je réorganise, c'est un truc de fond. Je suis avec un marteau-piqueur et je suis en train de détruire des trucs à un point où la structure, elle commence à être solide. Et là, on travaille plus sur le contenu, les exemples, les idées, les concepts. À un point où tous les idées et les concepts, ils sont plutôt bien solides et ils sont satisfaisants. Je vais travailler sur l'expression, les phrases, la structure des paragraphes. Et une fois que tout ça, c'est bien, à la fin, je suis juste vraiment sur des trucs de détails, sur de la ponctuation, sur de l'expression, changer un mot, c'est pas extrêmement clair, on va mettre un autre mot à la place. Et tu t'aperçois que tu peux pas faire ce travail-là dès le départ parce qu'en fait, si tu es sur du travail de finition dès le départ, tu peux pas faire les 2 à la fois. Et en même temps, comme tu es sur un travail de structure, il va souvent y avoir, tu vois, un peu des débris qui vont venir de ça qu'il va falloir nettoyer plus tard. Et donc là-dessus, tu vas être sur un truc où tes relectures vont finalement prendre beaucoup plus longtemps que le premier jet. Ce qui était un truc que j'avais pas du tout anticipé. Je pensais que ça allait prendre, tu vois, si le premier jet allait me prendre 80 heures, je me disais, je peux le relire au moins la première fois en genre 40 heures et peut-être une deuxième fois en 20 heures, tu vois, que ça se réduise à chaque fois. Mais en fait, non, c'est quand même, il y a quand même, parce que sur mes relectures sur une vidéo, par exemple, c'est rare que je fasse des modifications énormes à la relecture. Grosso modo, déjà, ce que j'ai écrit, c'est à peu près ce que j'avais envie d'écrire. Et là, parfois, je reviens dessus et je me dis, oula, il y a aussi des jours, tu vois, où t'es pas aussi bon. Après, t'as la possibilité, au moment où tu t'enregistres, de modifier les mots que tu as écrits. Enfin, tu vois, tu les changes un petit peu à la volée, peut-être. Ouais, carrément. Il y a cette, le fait d'être à l'oral derrière, ça facilite la chose. Ok, donc on a bien abordé la façon dont tu t'es organisé pour écrire le livre, le relire, tout ça. Tu disais que là, il restait grosso modo le choix de la couverture. Je me souviens, maintenant que tu dis ça, d'une interview que tu avais faite de Fabien Olicard, et il disait que je crois que son éditeur lui avait proposé, alors, je sais plus si c'est la couverture ou la couverture plus le titre, mais grosso modo c'était l'éditeur qui avait proposé un premier truc. Il n'était pas du tout en phase avec ça et finalement il avait suggéré ou il avait lui fait le choix final de cette
couverture et de ce titre. Toi, le titre est déjà acté, et par contre, la couverture, comment ça va se passer? C'est en cours de réflexion, il y a déjà plusieurs choix, et tu vas peut-être suggérer ça à ta communauté. Comment ça va se passer, cette ligne d'arrivée finalement? Donc moi, généralement, je fais tout par moi-même. C'est-à-dire que, OK, j'ai une idée de couverture, je vais la renvoyer. Bon, après, le problème, c'est que mon niveau de Photoshop, il se limite à faire des miniatures YouTube, si tu veux. Donc, une fois que j'ai détouré une tête et que j'ai mis du texte blanc sur un fond rouge, je suis au bout de mes compétences Photoshop. Donc, je leur ai envoyé un truc qui était assez moche. Je leur ai dit, enfin, voilà, tu vois, c'est un peu l'idée que j'ai eue. C'était pas terrible en final ce que je leur ai envoyé, mais c'est pas là où moi j'ai réalisé vraiment que j'ai un instinct très verbal et pas un instinct extrêmement visuel. Ça veut dire que tu vois, je peux être créatif verbalement, mais visuellement, ce que je fais, au final, c'est assez simple, tu vois. Même si sur YouTube, je pense que sur les miniatures, j'ai commencé à développer un instinct de ce qui fonctionne, mais pour une couverture de livre, j'étais un peu, donc j'avais proposé quelques trucs, mais j'avais rien de très concluant. Et donc après, j'ai rediscuté avec eux, notamment avec la personne qui s'en occupe, le chef du studio là-bas chez Erol. Et j'ai parlé un peu de mes idées, de ce que je voyais, et on fait OK, on va vous faire des propositions. Ils m'en ont envoyé deux, une qui correspondait à peu près au brief que je leur avais fait et à ce que je leur avais envoyé, et une autre où ils sont complètement sortis des sentiers battus, ils ont fait quelque chose de différent. Et en fait, j'ai vu celle que eux avaient proposée. Je me dis, ah tiens, tu vois là, ça a vraiment du punch, c'est vraiment intéressant, il y a un impact. Et ce qu'ils avaient fait selon les instructions que je leur avais données, c'était un peu plat au final. Tu vois, il y avait pas le même punch, etc. Je me dis, on va abandonner l'idée que moi j'avais proposée parce que clairement votre idée elle est meilleure. Mais le problème c'est qu'ils m'avaient mis sur la couverture, ils avaient mis des couleurs un peu pastel. Enfin, tu vois, le code couleur était pas l'idée, le concept. Tu vois, avait vraiment du punch. Il y avait vraiment un truc où tu sens que tu vas voir en librairie et tu vas dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et moi je suis pas quelqu'un qui est énormément dans l'esthétisme en fait. Je pense pas que ce qui est important c'est que ta couverture elle soit jolie, mais je pense que ce qui est important c'est qu'elle attire l'attention. Et là, c'est le biais du YouTuber en moi, c'est-à-dire que ta miniature, elle n'est pas là pour être jolie, elle est là pour capter l'attention des gens et pour les stopper un petit peu sur YouTube. Donc, sur la miniature, sur la couverture, celle que j'aurais proposée, pour le coup, mise côte à côte avec l'autre, parce que mon idée de base n'était pas terrible, donc du coup, je vais partir sur la leur. Par contre, du coup, là, on est en train de bosser sur des modifications parce que même si leur idée de base était bien, le code couleur était… Tu vois, sur mes vidéos, j'ai toujours des couleurs très franches, rouges. Sur mon site, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Le rouge de Marketing Mania, ouais. Ouais. C'est des couleurs assez tranchées, ce qui veut dire qu'avoir un livre avec des couleurs beaucoup plus pastel sur la couverture, ça fonctionnait pas. Donc après, forcément, si tu changes les couleurs, il faut repenser un petit peu ce que tu as fait. Mais je pense que là, on a plutôt un bon concept sur la couverture. Et inversement, le titre, ça vient entièrement de moi, même si eux, ils ont… En gros, le titre était un peu controversé à l'origine, le titre que j'avais proposé. Et même l'éditrice m'a dit, nous, ouais, on trouvera peut-être quelque chose de meilleur et tout. Je dis, si vous avez des propositions, moi, je suis preneur. Parce qu'en interne, on avait fait beaucoup de brainstorm et c'était le meilleur qu'on avait vraiment trouvé. Donc, est-ce qu'on peut le dévoiler pour le coup? Ouais, on peut en parler. Le titre, ça va s'appeler Votre empire dans un sac à dos. Et le sous-titre, c'est Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc, le titre Votre empire dans un sac à dos, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. C'était pas le titre d'origine que j'avais proposé. J'avais proposé un autre titre qui était à l'origine Apprends à vendre et tu n'auras jamais faim. Un espèce de proverbe qui n'était pas clair du tout parce que je l'avais testé dans mon forum et une partie des gens trouvaient ça cool, le côté proverbial, mais une partie des gens ne comprenaient absolument pas quand je leur parlais d'avoir faim. Ouais. Donc j'ai compris que je devais l'abandonner parce que le titre il n'était pas clair pour une bonne fraction des gens, tu vois, qui sont extrêmement qualifiés, qui sont des gens qui font partie de mes formations, etc. Donc, qui sont extrêmement qualifiés par rapport à mon audience, mais qui ne voyaient pas la métaphore et ce que j'essayais de faire. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que l'important pour un titre, c'est vraiment d'avoir un effet mémorable et visuel. Tu as quelque chose dont tu peux te souvenir. Et le problème, c'est que Apprends à vendre, tu n'auras jamais faim. Si tu comprends la métaphore derrière, c'est assez mémorable, c'est cool. Mais par contre, si tu essaies de le modifier et dire Apprends à vendre, tu pourras monter un business, ou si tu dis Apprends à vendre et tu gagneras plein d'argent, d'un coup, ça devient super chiant, ça devient évident. Tu vois, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de contradiction, donc ça devient plat et c'est pas intéressant. Et donc, du coup, ce titre-là, j'arrivais pas à le sauver, j'arrivais rien à en faire. Et juste après ça, j'ai eu l'idée d'un titre qui était à l'origine très long, qui était Construire un business qui tient dans votre sac à dos. J'hésitais du coup entre construire un business qui tient dans votre sac à dos et construire un empire qui tient dans votre sac à dos. Et finalement, c'était assez clair que empire était meilleur parce que
Encore une fois, tu veux quelque chose qui soit mémorable et qui ait une contradiction et qui ait un twist et qui ait un aspect visuel. Donc, le sac à dos avait l'avantage d'être un aspect visuel, mais le business dans le sac à dos, c'était un peu cliché, c'était pas extrêmement intéressant. Parce que business, tu as différentes tailles de business, alors qu'Empire, tu vois vraiment quelque chose d'énorme, en fait. Ouais. Empire, je trouvais ça cool pour plusieurs raisons. D'abord, il y a du coup, c'est un truc grand. Donc, un truc grand dans un truc petit, c'est un petit paradoxe, tu t'en souviens. Tu vois, il y a un contraste entre les deux. Le deuxième, c'est que les gens avaient des réactions assez polarisées au mot empire. Il y avait des gens qui étaient mal à l'aise avec ce mot, avec ce côté un peu agressif, un peu conquérant, un peu militaire du mot empire. Il y a des gens qui me disent ouais, mais moi l'empire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? J'ai pas forcément envie d'être milliardaire, c'est pas mon truc, je veux juste avoir un truc, la liberté, etc. Donc je trouvais qu'il y avait un truc intéressant sur le fait que c'était un peu polarisant et que ça évoquait une certaine émotion. Là où business, voilà, c'est le mot le plus neutre en fait que tu peux donner, alors qu'empire, il y avait un truc un peu polarisant. Et le dernier point que j'aimais bien, c'était que pour moi l'élément qui est clé dans la motivation qui était clé pour moi dès que j'ai démarré sur Internet, c'était de pouvoir avoir un truc que je pouvais contrôler en fait. Je voulais avoir quelque chose qui était à moi et que je pouvais en faire un peu ce que je voulais. Donc, si je faisais mes erreurs, je faisais mes erreurs. Si je faisais un truc bien, je faisais un truc bien. Mais personne ne pouvait me dire que faire et je pouvais un peu décider ce que j'allais en faire. Et du coup, votre empire, voilà, c'est ton petit empire. Tu vois, je te dis pas que tu es là pour faire des milliards ou nécessairement pour faire un truc énorme. Voilà, c'est ta vision de ce que tu veux faire, mais c'est ton petit empire. Et même si c'est un truc petit et que tu as un site avec 2-3 freelances et que tu fais ton petit truc dans ton coin, eh ben c'est ton petit empire et tu peux en faire ce que tu veux. Et même si t'as pas besoin de faire une boîte énorme pour avoir une grande indépendance et pour faire ton truc et pour avoir ce niveau de contrôle. Et c'est pour ça du coup qu'on est arrivé là-dessus. Alors on l'a raccourci par rapport au titre d'origine, puisque j'ai perdu les mots inutiles, notamment construire et qui tient dans. Donc, je passe d'un truc qui était vraiment long, construire un empire qui tient dans votre sac à dos. De là, je passe à un empire dans votre sac à dos, un titre que j'ai encore une fois proposé sur mon forum. Et là, une de mes clientes m'a suggéré une inversion et de dire votre empire dans un sac à dos, ce qui est carrément meilleur parce que c'est plus important dans le titre que ce soit ton empire plutôt que ton sac à dos. Et donc, on est arrivé là-dessus. Comme je te disais, même dans mon équipe, il y avait des gens qui étaient encore mal à l'aise avec le mot empire. Et chez l'éditeur, il y avait aussi un petit pushback et on en a pas mal débattu. Mais au final, c'est ce qui ressortait comme étant le truc le plus mémorable. Parce que normalement, si les gens l'ont entendu, tu vois, par exemple, si tu fais une promesse très claire dans ton titre, tu fais voilà les 5 étapes pour monter un business en ligne ou un truc comme ça. La méthode Marketing Mania pour monter un business en ligne. Les gens s'en souviennent pas, tu vois. Quand je t'ai donné tout à l'heure le sous-titre de mon livre qui t'explique ce que tu vas apprendre avec le livre, personne ne s'en souvient. Ouais. C'était décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, etc. Personne ne se souvient parce que c'est un concept et c'est important. Il a besoin d'être là pour avoir la proposition de valeur, mais c'est pas quelque chose qui peut être mémorable. Et pour que ce soit mémorable, il faut souvent qu'il y ait un paradoxe au cœur du truc et il faut souvent qu'il y ait un élément visuel. Et ça, potentiellement, ça peut le rendre moins explicite, mais ça me dérange pas parce que du coup, tu vas combiner un titre qui va être mémorable. Tu vois, par exemple, la semaine de 4 heures, c'est pas un titre qui est extrêmement clair si tu oublies ce que tu sais sur le livre. Ouais. Ça veut dire quoi, une semaine de 4 heures? Ça veut dire que enfin, tu vois, ça veut pas dire grand chose, en fait. Mais ça fonctionne parce que c'est un espèce de paradoxe. Parce qu'une semaine, ça dure pas 4 heures. Ça dure 7 jours de 24 heures. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'ensuite, bien sûr, il a un sous-titre qui est extrêmement clair et où il dit quittez votre job, quittez le 9 to 5, etc. Tu vois, donc, tu peux combiner les deux et je pense que c'est le bon calcul pour un livre, c'est d'avoir un titre où tu essayes d'être mémorable et voilà, tu essaies d'être mémorable et avoir un petit paradoxe, un truc visuel et un sous-titre où tu peux être super explicite. Ouais, top. Donc, on a parlé de comment tu l'as écrit, on a parlé de la couverture, on a parlé du titre. Finalement, ce livre, c'est quoi la promesse pour le lecteur qui n'y connaît rien? Parce que c'est quoi la cible finalement? Est-ce que c'est justement le lecteur qui n'y connaît rien pour découvrir un peu l'envers du décor et découvrir comment est-ce qu'on fait pour créer un business en ligne? Est-ce que c'est pour le gars qui s'est déjà lancé mais il a besoin de s'appuyer sur quelque chose, sur une structure ou sur des chapitres pour pouvoir évoluer vers un empire? C'est quoi l'avatar? C'est quoi la promesse au travers du livre? Moi, je parle généralement à des gens qui ont déjà une certaine connaissance des bases, si tu veux. Je vais rarement parler à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de faire du business en ligne. Okay. Je vais jamais parler à quelqu'un en disant tu savais que tu pouvais quitter ton job et le faire. Tu vois. Généralement, mon audience, c'est les gens qui vont graviter vers moi, soit sur YouTube ou sur mes formations.
C'est des gens qui ont déjà une notion de ce que c'est que le business en ligne. Ça les intéresse de le faire. Ils ont envie de faire quelque chose. Potentiellement, ils ont pas encore démarré, ils ont pas encore d'idées, mais ils ont consommé suffisamment de contenu pour avoir une base et pour comprendre les essences. Tu vois, je vais pas t'expliquer ce que c'est que WordPress ou je vais pas t'expliquer, voilà, que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Tu vois, je suis un cran au-delà de ça. Après, le livre est conçu et suit le parcours de quelqu'un qui veut vraiment partir de zéro. Donc, il veut se dire, OK, bon, moi, je veux vraiment trouver la bonne idée. Je veux mettre en place ça. Je veux créer mon premier produit, ma première page de vente. Ça va suivre le parcours de cette personne. Sachant que quand je l'ai écrit, je me suis aussi dit, bah, tiens, voilà, je veux que ce livre il soit utile même pour les gens qui se sont déjà lancés. Et c'est pour ça que le livre, comme l'ensemble, en fait, de mes contenus, se creuse vraiment profond dans la psychologie humaine et dans les besoins humains, de comment est-ce que tu peux analyser la psychologie humaine sur ton marché pour trouver de nouvelles idées, pour vendre plus efficacement. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui est un entrepreneur qui s'est déjà lancé va y trouver son compte sur les éléments, notamment sur la psychologie humaine, et va apprendre des trucs nouveaux sur la psychologie de son client et sur les techniques qu'il peut utiliser pour vendre. Et inversement, il y aura peut-être, tu vois, quelques chapitres qui n'intéresseront pas autant. Si la personne est déjà bien lancée, a déjà une idée, a déjà validé un truc, bah le chapitre sur comment tester son idée, ça te parlera un petit peu moins. Même si ça reste utile, parce que du coup, j'essaie d'aborder chaque sujet sur un angle qui est totalement unique, qui peut aussi donner de nouvelles idées. Je peux montrer aussi comment moi, même à mon échelle, bah, je continue à avoir cette expérimentation. Et par exemple, je parle dans le livre en détail de comment est-ce que quand je lance un nouveau produit, je fais des sondages pour analyser le besoin et pour vraiment positionner un produit de manière spécifique. Et ça, forcément, c'est très utile pour les gens qui ont déjà un business qui est établi, qui veulent le développer. Parce que je prends aussi des projets que nous, on a fait sur l'année dernière. Donc, à une certaine échelle, déjà, c'est pas que des trucs pour démarrer, mais c'est vraiment de démarrer à aller à un point où tu as pu… je vais jusqu'au moment où tu commences à recruter une équipe, donc quand tu es déjà bien établi. Ok, top. Est-ce que tu as des… Pardon, donc le livre va sortir le 1er février, c'est ça que tu as dit ? Le 31 janvier. 31 janvier, presque. Donc le 31 janvier. Est-ce que tu as des objectifs en termes de vente ? Est-ce que tu peux nous partager ça ? Ouais. Donc un best-seller en France, c'est 10 000 ventes. C'est un truc comme ça, c'est 1000 ça ? exemplaires. Ouais. Selon Olivier Roland, qui en parle toujours. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient ce chiffre de 10 000 ventes, mais voilà, c'est le benchmark que lui dit. En gros, c'est considéré comme un succès d'édition au-delà de 10 000 ventes. Mon objectif que je me suis fixé, c'est d'en vendre 20 000 sur la première année. Voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je pense que c'est clairement atteignable par rapport aux gens que j'ai benchmarkés, qui ont lancé des livres, etc. Forcément, 20 000, c'est un bon succès. Mais plus largement, mon objectif que je me suis fixé par rapport à ce livre, c'est de me dire que quand quelqu'un démarre sur le business en ligne en 2022, mettons, et qu'il se demande, tiens, c'est quoi les livres que je devrais lire, et qu'il va parler à un youtubeur, un influenceur, etc., qu'on lui cite les 5 livres, mon objectif, c'est de faire que mon livre puisse être un de ces 5 livres que tu dois absolument lire quand tu débutes. Donc, on va faire une espèce de classique. Sur le marché francophone ou On va commencer par le marché francophone. Okay. Si le livre fonctionne, je le vendrai à un éditeur américain. On essaiera de le faire aux US. Après, c'est toute une autre affaire, parce que si je veux balancer un truc aux US, moi, j'ai aucun contenu, j'ai aucune audience. Je pars de zéro sur le marché US, donc faudrait tout reconstruire. Et ça fait des années qu'on me dit tu devrais faire un truc aux US, te lancer en anglais, etc. Mais les gens réalisent pas la quantité de travail en fait. En gros, pour établir une présence aux US, il faudrait quasiment que je recrute des personnes à plein temps. Parce que je vais pas arrêter ce que je fais en France, où on fait des chiffres, pour aller faire un truc aux US où je pars de zéro et faire la première année 50 000 $. Tu vois, ça n'a pas de sens de faire ça comme ça. Donc en fait, il faudrait que je recrute une équipe entière et que je passe la moitié de mon temps à le faire. Bref, le faire aux US, c'est un investissement énorme en termes de temps et d'argent. Je pense pas qu'aujourd'hui c'est nécessairement pertinent. Après, voilà, si le livre a du succès en France, de toute manière, tu peux généralement faire levier là-dessus pour le publier en anglais. Il y a même des trucs, c'est Fabien Olicard, par exemple, son livre, il est en allemand. Ah oui. Ça, c'est marrant. Du coup, il y a un côté où l'avoir en allemand, ça me fait encore plus kiffer que de l'avoir en anglais, tu vois. Parce que l'anglais, c'est une langue que je parle, mais l'avoir dans une langue que tu parles pas. Tu sais, les livres, en Thaïlande, ils ont beaucoup de livres, par exemple, comme ça, tu vois. Et je vois des livres que moi, j'ai lus, sur le livre de Mark Manson, que j'ai lu quand il est sorti, qui s'appelle en français L'art subtil de s'en foutre. Et il est vraiment traduit en thaï et c'est trop cool, tu vois. Et il a une version coréenne. Enfin, voilà, je pense pas qu'on en sera là tout de suite, mais c'est assez cool. Bref, pour te dire, voilà, mon objectif, c'est d'en faire un classique. Alors, on verra si je vais y arriver. Hein. C'est un gros objectif que je me suis fixé.
Mhm. Mais c'est aussi comme ça que je l'ai écrit. J'ai aussi écrit pour que ce soit un livre qui puisse durer en me concentrant avant tout sur la psychologie humaine et les fondamentaux de la vente, Et plus que moins sur sur les les techniques et les outils et les hacks du choses. moment, Ouais. et moins sur les outils, effectivement. Voilà. Et sur une première année, je me suis fixé cet objectif de 20 000. On verra si c'est accompli. Je pense que c'est faisable. J'ai quand même bien fait mes recherches là-dessus sur ce qui était atteignable. Et du coup, à l'origine, il devait sortir en septembre. Donc, j'aurais eu beaucoup moins de temps pour le faire. Mais là, il sort le 31 janvier. Donc, j'ai quasiment 11 mois pour les atteindre. Ouais, top. Excellent. Donc là, tu as passé une grosse partie de ton année quand même sur l'écriture de ce livre en 2019. Ouais. C'est quoi les autres gros challenges? Parce que à part suivre les chiffres sur ce livre, tu n'as plus rien à faire, entre guillemets. Euh, alors, tu vas me dire, il y a quand même la partie derrière marketing enfin voilà, faut quand même le promouvoir ce livre. Mais en termes de création, en termes de créativité, sur quoi est-ce que tu vas apporter ton focus sur l'année 2020? C'est vraiment une année. En fait, mon gros regret de l'année 2018 et la chose vraiment que je pense avoir laissé de côté, c'est YouTube. J'ai fait très Ok, peu de vidéos YouTube en ok. 2018. 18 J'ai ou fait des 19? vidéos 19, pardon. J'ai fait Ouais, des vidéos sur la première moitié de l'année. Ça fait, je pense, 3 mois et demi que j'ai pas sorti de vidéo, alors que c'est mon ok. canal de trafic principal. Ouais. Parce que, voilà, j'avais 3 grands objectifs de l'année. Écrire le livre, faire un certain chiffre d'affaires et publier 26 vidéos sur YouTube. Donc toutes Et les 2 semaines le livre, je normalement. l'ai, je l'ai écrit, mais je l'ai pas sorti. Donc, j'étais un peu en dessous. Le chiffre d'affaires, j'étais un peu en dessous de ce que j'avais prévu aussi. J'étais à 85% de mon objectif, mais un peu Ok. en dessous. Mais j'ai quand même passé du temps dessus. Tu vois, j'ai quand même mis un focus sur le fait de générer du CA cette année et j'ai Mhm. doublé par rapport à l'année précédente. Donc, tu vois, c'est quand même un gros deuxième focus. Mais ce qui fait que ton troisième focus dans cette liste, qui est de créer des vidéos YouTube, tu peux plus le tenir. Tu vois, c'est quand tu fais pas le livre, tu fais des lancements de produits. Et quand tu fais pas des lancements de produits, tu fais le livre. Mais au final, les vidéos YouTube, j'en ai fait un petit peu pendant la première moitié de l'année. Et après, ça a beaucoup descendu. Donc, heureusement, les vidéos que j'ai fait cette année, j'en ai fait que 9 pour le moment. Il y en aura 2 autres qui vont arriver. Donc, j'en aurai fait 11 d'ici la fin de l'année. Mais sur la première moitié de l'année, en fait, j'ai fait des vidéos qui ont quasiment toutes cartonné. Mhm. En fait, toutes mes vidéos de la première moitié de l'année étaient entre 200 000 et 1 million de vues. Ok. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à faire ma plus grosse année sur YouTube. Où en gros, j'ai doublé mon watch time par rapport à l'année précédente et j'ai gagné, je crois, 115 000 abonnés sur 2019, mais avec seulement 9 vidéos, tu vois. Et donc, du coup, voilà, c'était bien, mais tu vois, j'ai quand même eu de la chance de pouvoir faire des vidéos qui cartonnaient à la chaîne, même si j'en faisais peu, ça a permis de grossir ma chaîne, mais c'est un peu léger, tu vois. Je veux dire, je vais pas non plus tenir X années en faisant quasiment aucune vidéo et en comptant sur le fait que quand je fais une vidéo, elle va vraiment Mhm. avoir une viralité. Donc, ce que je voudrais faire sur l'année prochaine, c'est vraiment revenir sur vraiment les fondamentaux que j'ai mis de côté pendant un moment pour écrire le livre, qui sont YouTube, qui sont aussi mon podcast, et bien sûr la création de formations et continuer à développer de nouvelles formations. Il n'y a pas eu de formation majeure. C'est la première année 2019 où j'ai pas sorti de formation majeure dans mon catalogue, parce que Mhm. moi, je sors assez peu de formations et mes formations généralement elles prennent entre 3 et 4 mois à faire de travail à plein temps. Donc là, tu imagines qu'avec le Ouais. livre, etc., en grosso modo, le livre a pris la place qu'aurait pris une formation dans l'année, plus grignoter une bonne partie du temps qui aurait passé sur YouTube. Donc, Mhm. il restait plus du tout de temps, mais je pense que l'année prochaine, du coup, c'est quelque chose que je vais remettre sur la table. Donc, solidifier ça. J'ai passé aussi beaucoup de temps, un truc dont on n'a pas parlé sur 2019, mais à recruter des gens. Parce qu'au début de C'est l'année, on vrai. était 2 dans l'équipe. Maintenant, on est 5, ce qui veut dire que j'ai recruté 3 personnes à plein temps, Ok. sachant que je l'avais fait qu'une fois, en fait, avant. Donc, j'ai dû le refaire 3 fois. Ah. Et ça a pris quand même du temps de recruter les gens, de les former. Donc, j'ai aussi pas mal solidifié l'équipe à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y aura des recrutements qui sont nécessaires l'année prochaine. On verra comment ça se présente au fil de l'année. Mais tu vois, j'ai pas mal construit un petit peu cette base sur le livre, sur l'équipe. Mais tout ça, après, ça va revenir dans les fondamentaux de la chaîne, de miser un petit peu sur ces éléments-là, plus qu'aller sur de nouveaux projets. Puisqu'en fait, le livre, c'était tellement un gros nouveau projet en 2019 qui a un peu dévoré tout le reste. Euh, mais le livre est aussi là pour permettre à tout le reste, en fait, de briller encore plus.
Parce que du coup, si tu as un livre en librairie, ça donne une nouvelle légitimité à tes formations, ça te donne une nouvelle visibilité en tant que créateur de vidéos, etc. Donc, et pareil sur l'équipe, tu vois, l'équipe est pas là juste pour monter une équipe, l'équipe est là pour pouvoir monter des projets, avoir une efficacité. Et voilà. Donc, l'année 2020, c'est vraiment une année où moi, je me suis dit, et je serais d'ailleurs très content de retourner à YouTube et retourner un petit peu plus à mes racines, que j'ai l'impression d'avoir pas mal délaissé pendant une année, et pouvoir revenir à faire des vidéos, voilà, régulièrement. Tu vois, 26 vidéos sur l'année, une tous les 2 semaines, c'est pas mal, tu vois, pour moi. Enfin, mes vidéos prennent très longtemps à écrire, donc c'est difficile de faire beaucoup plus que ça. Mais j'ai regardé sur l'année, il y avait une année où j'avais fait 41 vidéos, tu vois. C'est sur l'année 2017, qui est en gros l'année où j'ai vraiment commencé à exploser sur YouTube. Je pense qu'en 2017, j'ai dû commencer à 6 000 abonnés. J'ai dû terminer quasiment à 100 000, peut-être, tu vois, genre à 85 000. Donc, c'est vraiment le moment où la bascule s'est faite pour moi. Et cette année-là, j'avais fait 41 vidéos, tu vois. Ouais. Et pas des petites vidéos non plus, tu vois. C'était déjà des vidéos qui prenaient soin. Alors, quand tu descends à 9 vidéos. Et que tu fais quand même 115 000 abonnés. C'est ça que tu as dit. Ouais. Sur l'année 2019, c'est pour 9 vidéos, c'est quand même un beau ratio. Après, pour être honnête, voilà, mes vidéos que j'ai faites, il y en a plein qui ont marché et qui ont été virales. Mais moi, j'ai aussi un truc sur ma chaîne où en fait mes vidéos elles se périment pas. Donc j'ai des vidéos qui sont anciennes, mais qui continuent à faire énormément de vues, donc du coup qui continuent à rapporter des abonnés. Et donc du coup j'ai un peu, voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, mais mon rythme c'est environ 3500, 4000 abonnés par mois qui me découvrent de manière naturelle. Donc c'est un peu la baseline, tu vois. Donc j'ai l'avantage sur ma chaîne d'avoir un petit peu cette rente en termes d'abonnés. Mais ça, encore une fois, c'est un truc, tu vois, qui ne durera pas pour toujours. C'est aussi quelque chose qu'il faut abandonner. Et j'ai conscience que si la chaîne n'est pas entretenue, elle va en souffrir. Alors là, pour le moment, elle peut se permettre d'avoir certaines absences et ça tient le coup, mais pas sur 2 ans, tu vois. Tout à fait. Top. Écoute Stan, je te remercie énormément. Moi, ça m'intéresse énormément de toute cette aventure d'écriture de livres. C'est quelque chose qui me titille depuis quelque temps. Pour l'instant, la priorité n'est pas dessus, mais j'ai beaucoup aimé cette approche et je pense que tu es connu pour ça, mais cette structure et ce suivi que tu as eu dans cette écriture de livre, pouvoir sortir comme ça le nombre d'heures que tu as mis pour la première écriture, pour ensuite 26 heures pour la relecture, sur la deuxième relecture, enfin des chiffres comme ça, c'est toujours intéressant de t'écouter et de voir comment est-ce que tu abordes les choses, comment tu as cette approche par rapport à un nouveau projet. Et du coup, moi donc le livre, c'est Votre Empire dans un sac à dos. Donc ce sera partout, hein, dans toutes les librairies, la Fnac, Cultura, et puis Amazon évidemment. À partir du 31 janvier, je me trompe pas cette fois. Beaucoup plus de vidéos en 2020. Retour aux bases, le podcast. Nouvelle formation. Écoute, j'ai l'impression que 2019 se termine avec quand même une belle finalité et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour 2020 et on aura tous plaisir à aller acheter ton livre Votre Empire dans un sac à dos. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toi et qui n'auraient pas encore fait les différents liens, comment est-ce qu'on peut te retrouver, Stan? Mon site, c'est marketingmania.fr. Yes. Et sur ce site-là, il y aura indiqué les différents trucs que je peux te proposer, les différents trucs avec lesquels je peux aider les gens. Ma chaîne YouTube s'appelle Marketing Mania. C'est là où la plupart des gens me suivent et me regardent. Je te remercie beaucoup, Stan. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous le 31 janvier pour ton livre. Salut. Merci pour ton invitation. Salut. Je remercie énormément Stan de nous avoir accordé de son temps pour la réalisation de cette interview. Comme je vous l'avais dit en introduction, c'est quand même incroyable la rigueur qu'a Stan dans tout ce qu'il fait par rapport à son processus de tracking lorsqu'il a écrit son livre, mais je pense également dans tout ce qu'il réalise, dans ses formations, etc. Comme vous le savez peut-être, depuis quelque temps, j'essaie de faire un
maximum d'interviews en direct sur mon groupe Facebook, le coin des infopreneurs /transfopreneurs. Si jamais vous êtes intéressé pour poser des questions à mes invités en exclusivité, eh bien je vous invite à le rejoindre. Précisez bien au niveau des questions que je pose à l'entrée du groupe que vous êtes un auditeur de Web Créateur. Ça me permettra de faciliter votre entrée dans ce groupe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vais détailler, je vais aller vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant le Prendre sa vie en main live 1, le premier séminaire que j'ai organisé. J'en ressors avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de certitude sur l'impact que je peux amener aux gens. Je ressors avec beaucoup d'alignement en fait. C'est ça le mot. C'est beaucoup d'alignement entre ce que je fais et ce que j'apporte aux gens. Et j'avais des pistes avant ce séminaire, mais vraiment ça m'a confirmé tout ça parce que quand les gens payent quelque chose et que derrière ils vous témoignent de la qualité de ce que vous faites, comme ce que je fais pour Transfopreneur, comme ce que je fais pour Prendre sa vie en main live pour le coup, et un peu moins ce que je fais sur Prendre sa vie en main tout court, la chaîne YouTube. Ça a beaucoup plus d'impact en fait quand les gens vous témoignent de quelque chose en direct, face à face, et après avoir payé quelque chose. Et ça c'est une vraie leçon pour tout infopreneur, pour toute personne qui vend des formations en ligne, c'est que parfois quand on a entre guillemets juste des commentaires par écrit, par écran interposé, ça n'a pas du tout le même impact que quand quelqu'un vous témoigne de quelque chose face à vous, avec les larmes aux yeux, en vous disant que ce que je fais, ça a autant d'impact dans leur vie que ce que peut proposer Tony Robbins ou quoi. Enfin bon, je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est un témoignage que l'on m'a fait de quelqu'un qui était présente à l'UPW en 2011 et qui me disait que au niveau des exercices de visualisation que j'avais réalisés dans le Prendre sa vie en main live, c'était aussi puissant que ce qu'avait proposé, enfin pour elle en tout cas, pour cette personne-là, c'était au moins aussi puissant que ce qu'avait proposé Tony Robbins. C'est quand même un truc de dingue quand vous prenez un commentaire de ce type, quand vous prenez ce type de témoignage. Donc voilà, je vous en dévoilerai un petit peu plus la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez soin de vous d'ici là et à très bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.